Bonjour, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Brett. Je suis art thérapeute évolutif au sein de l'école Plénitude et écrivain. Donc j'ai écrit jusqu'à présent plus d'une vingtaine d'ouvrages sur les thèmes de métaphysique. Alors la métaphysique, j'inclus l'ésotérisme, la spiritualité et la psychologie évolutive. La psychologie évolutive, c'est la suite de la psychologie transpersonnelle. Donc c'est la marche suivante. Et donc les conférences que je vais présenter sont issues des thèmes de mon dernier livre qui s'appelle L'ésotérisme et la spiritualité de l'ère du Verseau. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'il fait 730 pages, il est très conséquent. C'est que pendant à peu près 45 ans, quand des personnes me demandaient un ouvrage général des grands thèmes de l'ésotérisme, à chaque fois j'étais obligé de conseiller des livres écrits il y a plus d'un siècle par des auteurs tels que Max Sindel, Rudolf Steiner, Annie. Pour moi, datent un peu, c'est pas qu'ils sont plus d'actualité, mais la formulation pêche, en tout cas c'est pas contemporain. Donc j'ai décidé d'écrire un livre contemporain, le livre que j'aurais voulu conseiller depuis très longtemps, à chaque fois qu'on me demandait, et que je ne pouvais pas faire. Alors les thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage, ce sont pour moi les thèmes majeurs de la métaphysique, donc je vais les énumérer avant de commencer. L'ère du Verseau, l'évolution de la conscience, l'âme du monde, les corps subtils, les chakras, l'ego et l'âme, la réincarnation, le karma, la pensée créatrice, les synchronicités, les égrégores, la spiritualité contemporaine, la symbolique des nombres, les 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu, la hiérarchie spirituelle planétaire, les 7 rayons d'énergie cosmique, les initiations et la conscience universelle. Donc le cycle de questions-réponses que l'on commence aujourd'hui seront la plupart du temps issus des thèmes que j'ai abordés dans cet ouvrage. Et peut-être d'autres. Redis le titre. Oui, donc l'ésotérisme et la spiritualité de l'ère du Verseau. Donc avant de commencer de répondre à des questions, une chose qu'il me faut dire, parce que ça a été totalement galvaudé. D'abord en Orient, essentiellement en Inde, et comme les enseignements hindous sont passés en Occident, maintenant, aussi bien en Occident, le thème de la métempsychose. La métempsychose est généralement présentée comme la possibilité pour un être humain de se réincarner dans un corps d'animal, pouvant aller du ver de terre jusqu'au chien en passant par la vache ou la baleine. Cela est absolument impossible parce qu'il n'y a jamais de retour en arrière. L'évolution se fait toujours de l'avant, alors qu'il y a toujours une marche suivante ou une montagne nouvelle à gravir qui sera toujours plus élevée que la précédente ou une marche plus élevée que la précédente. Ce qui fait qu'un règne de la nature ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, entre le règne humain et le règne animal. Le règne animal, sur l'échelle de l'évolution, est un règne qui est inférieur au règne humain. Donc, impossible de passer d'un règne supérieur à un règne inférieur. Par contre, le contraire, oui, l'évolution veut que les consciences du règne minéral, qui est le plus lourd, le plus dense, quand elles seront totalement abouties, finiront par passer dans le règne suivant de la nature. Alors là, c'est très schématique, c'est très complexe, la façon dont les choses se font, et ça se fait sur des millions d'années. Au sein de chacun de ces règnes, il y a des fréquences allant de la plus basse à la plus élevée. Par exemple, au sein du règne minéral, les fréquences les plus basses sont les cailloux, les pierres, les rochers, et les consciences les plus abouties sont les pierres radiantes, comme le radium, les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. Ce qui sous-entend que les consciences qui animent, alors les consciences, ce n'est pas une conscience, les consciences qui animent les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses ou les pierres radiantes sont d'un niveau
d'évolution très très supérieure aux consciences qui vitalisent les rochers, les pierres, les cailloux. Au sein du règne végétal, il est évident qu'un parterre d'herbe ne peut pas avoir le même niveau de conscience que les arbres magnifiques, majestueux. Alors, je ne dis pas que au sein du règne végétal, l'aboutissement se fasse au sein des arbres, mais ça se fait aussi au sein des fleurs les plus belles, les plus odorantes. Mais c'est, comment dire, prenons une espèce de fleur, les jonquilles, par exemple. Les jonquilles, l'espèce jonquille, comment dire, l'essence, la conscience qui vitalise les jonquilles ne va pas se réincarner dans une fleur qui serait plus belle, ça va se faire très 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 lentement, ce qui fait qu'un jour, peut-être que les consciences qui animent un parterre de jonquilles pourront peut-être s'incarner dans un parterre de roses ou peut-être au sein d'un arbre. Les choses se font comme ça très très lentement sur des centaines, voire des milliers d'années. Au sein du règne animal, pareil, si on prend un ver de terre, le ver de terre a une conscience qui est bien bien moindre que celle d'un cheval ou celle d'un chat ou d'un chien. Ce qui veut dire qu'il y a des hiérarchies de conscience au sein de tous les règnes de la nature. Au sein du règne humain, un être totalement frustre et d'un niveau de conscience bien moins élevé qu'un sage. Et c'est comme ça au sein de tous les règnes, quels qu'ils soient. Ce qui fait qu'un être humain peut stagner pendant des années, peut-être même au cours d'une vie ou même de deux vies, mais il ne pourra faire que stagner, il ne pourra pas revenir en arrière. Même en tant qu'être humain, il ne pourra pas passer d'une conscience relativement évoluée à une conscience frustre. Mais par contre, il pourra passer d'une conscience évoluée à une conscience d'être d'un mystique ou d'un sage. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, de nombreuses existences, quand l'être est arrivé au bout du processus d'évolution au sein du règne humain, ce que les bouddhistes appellent quitter la roue du dharma, donc la roue des réincarnations, il va quitter le règne humain pour entrer dans le règne suivant de la nature, que l'on appelle pour le moment le règne spirituel. Et ça ne s'arrête pas là, l'évolution. Il y a aussi, au sein du règne spirituel, il y a des niveaux de fréquence très très élevés, allant de ce qu'on appelle un maître ascensionné à un archange. L'archange a un niveau de conscience très 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 supérieur à celui d'un maître ascensionné. On va retrouver le même processus au sein des consciences planétaires. Parce que chaque vie, quelle qu'elle soit, une vie biologique, est animée, vitalisée par une conscience. S'il n'y a pas de conscience qui vitalise, il n'y a pas de vie. Imaginons que la conscience qui vitalise le système solaire, donc une entité d'une conscience phénoménale, donc nous on ne peut même pas avoir l'idée de son ampleur, si à l'instant même elle arrêtait de vitaliser le système solaire, ce serait le chaos, il s'effondrerait et dans quelques milliers d'années il n'existerait plus rien, quelques planètes en voie de décomposition qui seraient comme la Lune des astres morts. La même chose pour un cosmos. Si une entité d'une vastitude infinie qui vitalise un cosmos, donc il y a le cosmos comme corps de manifestation, s'il arrêtait de vitaliser une partie du cosmos, eh bien tout se désintégrerait, ce serait le chaos total dans l'univers. En métaphysique essentiellement hindoue et bouddhiste, quand on parle de réincarnation pour des entités cosmiques, que ce soit une entité planétaire, une entité systémique, donc un système solaire, des entités cosmiques, ou même une entité qui englobe la galaxie dans sa totalité, ou des entités de galaxies, parce que ça s'incarne et se désincarne. Alors en métaphysique, on appelle Pralaya et Manvantara. Manvantara, c'est considéré comme une manifestation cosmique. Pralaya, c'est considéré comme une désincarnation d'un cosmos. Ce qui sous-entend que rien que dans notre système solaire, il y a déjà des milliards de systèmes solaires qui sont incarnés, mais il y a aussi sûrement des milliards de systèmes solaires qui sont en phase de pralaya, donc de repos cosmique, et qui, un jour lointain, peut-être dans des milliers, des dizaines de milliers, des millions, voire des milliards d'années, se réincarneront en tant que corps physique pour donner vie à des planètes et sûrement à des règnes de la nature qui vivront au sein de ces planètes. Donc pralaya, repos cosmique, manvantara, activité cosmique. Donc la métempsychose, c'est simplement le processus
d'incarnation et de désincarnation dans sa totalité. Parce qu'on parle toujours de réincarnation pour parler de ces processus. Mais quand on parle de réincarnation, on ne parle que d'un aspect du processus, celui où on quitte le monde de l'au-delà, le plan subtil, pour venir s'incarner sur Terre. Oui, mais après, on fait le contraire, on quitte la Terre pour aller dans le plan subtil, dans l'au-delà, donc désincarnation. Donc incarnation et désincarnation, c'est la métempsychose. Donc voilà, je le dis parce que quand on prend des ouvrages ou quand on entend ce sont surtout des gourous indiens qui ont répandu ces idées. Alors c'est pas parce qu'ils sont gourous qu'ils sont sages ou qu'ils sont des sages. Un gourou indien, c'est un prêtre, l'équivalent d'un prêtre ici. Donc il y en a qui sont évolués, il y en a qui ont des connaissances, il y en a qui n'en ont pas beaucoup, et donc qui font répandre des concepts qui sont totalement erronés. Donc voilà, je trouve que c'était important de remettre les choses à plat là-dessus, parce qu'il y a tellement d'erreurs qui sont écrites, qui sont énoncées sur ce processus. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses, parce que c'est le propos de ces soirées, parce que nous sommes, il est 19h, hein, les jeudis de la spiritualité ou de l'ésotérisme, le propos c'est de répondre à des interrogations, à des questions, et non pas de faire une conférence sur un thème. Moi je préfère répondre aux besoins des personnes, aux interrogations des personnes, plutôt que d'une conférence, ou peut-être qu'au cours d'une conférence, je ne répondrai pas aux besoins, aux nécessités, aux interrogations de tout le monde. Donc voilà. Donc maintenant, je suis à l'écoute, je suis à votre disposition. Qui commence? Moi, je veux bien. Oui. Dans ton bouquin, tu dis qu'on peut choisir sa réincarnation. Je ne sais pas si c'est la première question, oui. Celle-là. Notamment, tu écris qu'on peut choisir donc, sa réincarnation avec sa famille d'âme. Oui. Que ça se passe pendant le temps de la désincarnation. Oui. Et qu'on peut choisir l'époque la plus propice, le lieu le plus propice, la race, la famille, le sexe, etc. Voilà. Et j'ai écrit cette phrase. Étant plusieurs à se réincarner ensemble, le groupe prend les décisions collégialement dans un but précis. Je trouve ça... Oui. C'est ouf ça. Alors, voilà, j'ai besoin d'explications. Alors, c'est vrai que j'ai écrit ça, mais ce que j'ai... Je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas... ça vaut le coup de le dire, si je ne l'ai pas fait, c'est que ça fonctionne pour les personnes, les êtres qui se prennent en main, et de prendre des décisions importantes au sein de leur existence, tant existence incarnée que désincarnée. Les personnes qui n'ont pas accès au libre arbitre, c'était le terme que je cherchais, ça ne fonctionne pas comme ça pour elles. Par exemple, les processus d'incarnation. À des époques de l'histoire de l'humanité, quand la Terre était très très peu peuplée, les rotations se faisaient sur au moins des milliers d'années. S'il y avait, je ne sais pas, imaginons une époque où il n'y avait que 3 ou 4 millions d'êtres humains incarnés, face à 60 milliards d'âmes humaines qui se réincarnent cycliquement depuis des éons sur cette Terre, eh bien, les taux de rotation, les incarnations pouvaient attendre plusieurs milliers d'années avant de le faire. Alors ça paraît énorme, plusieurs milliers d'années, parce que nous, on est lié à un temps et à un espace. Sur le plan subtil, le temps n'existe pas. Donc 1000 ans, c'est pas plus long que 10 minutes ici ou 50 ans. Donc plus la Terre est peuplée, plus les taux de réincarnation sont rapides. Aujourd'hui, avec près de 8 milliards d'individus sur Terre, à chaque fois qu'il y a un enfant une femme qui est enceinte, un enfant s'apprête à naître, eh bien, ça appelle une âme qui doit s'incarner, qui n'est pas forcément prête à s'incarner, qui n'a pas forcément intégré toutes les expériences de vie de son incarnation passée, mais il y a un appel, donc elle descend. L'âme va descendre en incarnation. Donc ces êtres-là, les êtres qui n'ont vraiment pas le libre arbitre, sont soumis à des processus qu'on pourrait appeler karmiques, comment on pourrait appeler ça, karmiques, cosmiques, quoi. Ils sont entraînés dans un processus sur lequel ils n'ont absolument aucun choix. Par contre, des êtres qui ont le libre arbitre vont décider,
souvent en commun s'ils font partie d'une famille d'âmes. Donc une famille d'âmes, pour moi, ce sont des êtres qui se sont réunis autour d'un projet commun. Alors ça peut durer le temps d'une incarnation, ça peut durer le temps de plusieurs incarnations, et qui décident de s'incarner au moment propice pour manifester dans ce que j'appelle, moi, une manifestation dharmique de dharma, c'est un mot que j'ai un peu transformé, un mot tibétain, un mot bouddhiste, le dharma, donc pour moi c'est mission de vie, donc des êtres qui ont décidé de continuer, de poursuivre ou de commencer une mission globale sur Terre, et qui vont choisir le lieu, le moment propice, parce qu'ils ne vont pas tous s'incarner en même temps. Ce qu'on appelle les frères, ce que j'appelle les sœurs et les frères d'âme, par exemple, je vais prendre un exemple très précis. Actuellement, il y a un groupe de musiciens qui sont venus sur Terre pour pour commencer à mettre en place la nouvelle musique. Alors je dis bien simplement commencer, parce que pour le moment il n'y a pas les instruments adéquats, c'est simplement des concepts, des idées qui sont là, qui sont en eux. Ils n'ont pas les moyens de réaliser totalement cette musique du futur, mais en tout cas ils se sont un peu sortis du carcan de la musique, quelle qu'elle soit, musique classique, jazz, variété et autres, connue jusqu'à présent, et sont en train de mettre sur pied un nouveau style. Ça a commencé au début des années 70. Donc des musiciens qui sont venus en incarnation dans les années 40, les années 50, et puis à l'âge de 20 ans, je pense au plus connu, c'est Jan Garbarek, le saxophoniste, qui a créé une école, et ce sont des musiciens ces musiciens au départ, qui sont venus les premiers, se sont incarnés, la plupart en Norvège. Alors pourquoi en Norvège? C'est comme ça, peut-être que c'est le lieu, les aurores boréales qui les inspirent. Mais ces musiciens, ils ont été écoutés par d'autres qui sont nés bien plus tard, quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musiciens de ce groupe, ceux qui ont entre 30, 40 et 50 ans, ont écouté dans leur jeunesse les premiers qui sont venus, qui ont commencé au début des années 70. Mais il y en a d'autres qui vont arriver petit à petit. Il y en a qui vont se désincarner. Alors, ce n'est pas encore le cas, si quelques-uns, pas tous, qui vont se désincarner. Ils vont revenir, peut-être qu'ils vont revenir pour poursuivre ce processus de nouvelle musique, avec des idées nouvelles, avec peut-être sur Terre des instruments nouveaux qui auront été créés, qui pourront leur permettre de jouer des sons. Parce que cette musique, pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette musique de demain, pour moi c'est une musique qui sera essentiellement liée à des sons. Aujourd'hui, un instrument, il est accordé. Alors on peut le bidouiller, on peut le brancher sur de l'électronique, on peut prendre un trombone, prendre de l'eau, l'envoyer dans sa bouche, l'envoyer dans le trombone, faire des bruits bizarres, mais ça restera quand même toujours un trombone. Donc je pense que ces musiciens vont venir, certains vont créer de nouveaux instruments, parce qu'aujourd'hui, pour eux, on peut faire des sons, on peut faire des quantités de sons avec l'électronique. Mais le problème de l'électronique, que ce soit les ordinateurs, les sampleurs et autres, ça fonctionne avec des boutons ou des manettes. Comment faire passer une émotion en manipulant des manettes? Donc c'est une musique pour le moment qui est, même si elle est relativement proche de ce qui se fera dans un futur, c'est quand même une musique qui est très mentale, qui n'a aucune émotion. Et donc la musique, c'est quand même une émotion très forte. Donc voilà, une musique nouvelle à partir de sons. Donc des musiciens qui sont novateurs, qui sont tournés vers le devenir, vers l'avenir, viennent sur Terre, et ils vont continuer, donc ça va s'échelonner, et toujours en étant inspirés par les précédents. Et à chaque nouvelle génération, ils vont aller un peu plus loin dans leur découverte, dans leur manifestation. Donc pourquoi ont-ils choisi la Norvège? Moi je ne suis pas de ce groupe, je ne connais pas, je peux imaginer, mais je ne connais pas vraiment leurs raisons, parce que c'est vraiment 70% qui se sont incarnés dans ce petit pays qui n'a que 5 millions d'habitants. Alors il y en a, l'un des premiers était incarné aux États-Unis, mais c'est en Europe qu'il était surtout écouté. Aux États-Unis, il n'intéressait pas beaucoup le monde de la musique. Il y en a eu 2 ou 3 qui se sont incarnés en Allemagne, un en France, mais il a vite fichu le camp en Norvège. Il n'est pas resté en France parce que la France, c'est vraiment pas le terreau du tout pour ce genre de musique. Même ces musiciens, moi, que j'écoute
On les voit quasiment, on les entend quasiment jamais en France. Ça me fait un peu râler, mais c'est comme ça. Donc voilà pourquoi. Donc un exemple, les musiciens. Alors pourquoi un lieu? Bon, ben, par exemple, je vais prendre mon cas. Je suis très mental. J'écris des livres sur des sujets très pointus. La France est sûrement, de mon point de vue, le pays le plus mental au monde. En plus de ça, il y a un climat qui me correspond. La nourriture en France, pour moi, c'est celle que je préfère. Donc voilà, je me suis incarné en France pour deux raisons. Celle par sympathie. J'étais déjà incarné en France par le passé, par sympathie et par intérêt majeur en tant qu'écrivain. Alors j'aurais pu m'incarner en Belgique, j'aurais pu m'incarner aux États-Unis, en Angleterre, mais il n'y a pas la même liberté, non pas la même liberté de penser, la même rigueur intellectuelle. Voilà. Pour moi, la rigueur intellectuelle est très importante. Alors quand je dis intellectuel, c'est mental, c'est pas intellectuel. Donc la France me correspond parfaitement. Mais par le passé très très proche, j'étais en France, avant j'étais en Italie et avant j'étais au Tibet. Donc la France a fait la deuxième incarnation. Alors peut-être que dans ma suivante réincarnation, je choisirai un autre terreau. Et puis il fallait bien que je rencontre Marie-Odile qui s'était aussi incarnée en France, ou le contraire. C'est elle qui s'est incarnée en France pour pouvoir me retrouver. Donc voilà, il y a des quantités de raisons. Pourquoi un milieu familial, le milieu familial que j'ai choisi? Eh bien, à première vue, c'était pas le milieu familial idéal. Sauf que au début des années 50, des familles telles qu'il y en a aujourd'hui, qui sont ouvertes d'esprit, qui sont axées sur la spiritualité, ça jamais rencontré une famille telle qu'on peut en rencontrer des quantités aujourd'hui, ayant des intérêts spirituels, entre autres. Pour moi, dans mon environnement, c'était des intérêts d'ordre matériel. Alors, la raison pour laquelle, c'est essentiellement dû à ma marraine. Ma marraine était une femme qui était déjà versée dans l'ésotérisme depuis des vies passées. Elle s'est incarnée au sein de la famille Brett, et je pense que c'est elle que j'ai suivie, majoritairement. Donc je me suis incarné c'est elle qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est grâce à elle que, à un moment donné de ma vie, à l'âge de 24 ans, je me suis métamorphosé, je suis passé de la vie matérielle à la vie spirituelle. Donc voilà une des raisons. Et puis en plus de ça, j'avais un père qui était relativement violent. Donc, j'ai pas pu vivre jusqu'à l'âge de 21 ans, suivant mon propre ressenti, mon propre souhait. J'étais obligé d'obéir au doigt et à l'œil à une autorité. Et mon père a été mon premier comment dire, initiateur. Il m'a montré ce qu'il ne fallait pas faire, par exemple avec les enfants. Quand j'étais jeune, je me disais, l'éducation, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je sais ce qu'il ne faut pas faire, puisque c'est ce que j'avais du matin au soir, enfin 24 heures sur 24 à la maison. Donc ça a été pour moi très éducateur, et d'avoir comme ça, d'être dans une famille. Et j'avais, par le passé, je vivais dans des milieux plutôt aisés, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, je ne comprenais pas ce que je faisais dans une famille que je considérais comme pauvre. Mes parents n'étaient pas pauvres, c'était la petite bourgeoisie, mais pour moi, c'était pas cohérent. Ma mère me disait qu'à l'âge de 5 ans, je dirais, quand je serai grand, j'aurai une valise en crocodile, une canne à pomodore et une Rolls-Royce. J'habitais presque à la campagne. Où est-ce que j'allais chercher tout ça? Je n'en sais rien. Si, des souvenirs de vie passée. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, parce que bon, il y aurait des développements très longs. Mais grosso modo, oui, non. Le groupe prend les décisions collégialement dans un but précis. Oui. C'est cette idée de mission, collective, à poursuivre ou à mettre en place. À la fin du 19e siècle, on a eu ça chez les peintres. Ils sont venus, un groupe de peintres assez nombreux. Ça a commencé avec les impressionnistes, ça s'est terminé avec les spiritualistes et les abstraits. Donc, je sais pas, ils étaient une bonne centaine de peintres qui sont venus s'incarner comme ça sur une cinquantaine d'années à peu près, apporter un nouveau regard dans le monde. Parallèlement, qu'est-ce qui s'est passé? Des scientifiques sont venus casser la matière.
tout comme l'ont fait certains peintres comme Braque, Picasso, en cassant la forme telle qu'on la connaissait. Donc ce sont des êtres qui nous ont permis d'avoir un regard différent sur le monde. Avant, le monde était perçu en noir et blanc, en gris. Avec ces musiciens, avec ces peintres, avec ces spiritualistes, le monde tout d'un coup devenait coloré. Regardez les peintres, du début du XXe siècle, le mouvement des fauves. Tout d'un coup, on se retrouve avec des peintures, avec des jaunes, des rouges, des verts, des bleus, des aplats qui illuminaient tout. Alors qu'avant, c'était des clairs-obscurs que l'on voyait. Donc, un groupe là, qui sont des peintres, des musiciens, des scientifiques, sont venus pour apporter à l'humanité un nouveau regard sur le monde. Donc voilà Mais avaient-ils cette conscience-là? Hein? Ils avaient cette conscience? Mais non, ils ne l'avaient peut-être qu'un ou deux. Par exemple, Kandinsky, lui, l'avait très sûrement. Parce que Kandinsky était un spiritualiste. Hein. Il connaissait tous les concepts de réincarnation. C'était un proche d'Alice Bailey, un proche d'Elena Blavatsky, un proche de Rudolf Steiner. Il connaissait tous les enseignements spirituels et ésotériques de son temps. Donc il y en avait d'autres qui étaient comme lui. Mais la grande majorité, c'était complètement inconscient. Ils sont venus avec des idées novatrices qu'ils voulaient manifester et qu'ils ont manifesté le mieux possible tout au cours de leur existence. Non, pas forcément. Parce que quand on est sur le plan subtil, la conscience... notre perception n'est pas liée à un corps, on n'est pas enfermé dans la matière, donc elle est beaucoup plus vaste. Et quand on s'incarne, on s'incarne là-dedans, c'est comme quelque part, c'est comme une armure, et donc on oublie beaucoup de choses, malheureusement. Alors, quand les cellules de nos cerveaux seront beaucoup plus affinées, qu'elles le sont aujourd'hui, quand elles pétilleront davantage, eh bien, on passera de 5, 6, 7% d'état de conscience à 8, 9, 10, parce qu'aujourd'hui, l'être humain fonctionne, la majorité des êtres humains fonctionnent à 5% de conscient et 95% d'inconscient. Ça, 5% de conscience, c'est pas beaucoup. Mais quand on sera à 7, 8, 9 ou 10, eh bien, on aura, par rapport à aujourd'hui, on serait des êtres absolument d'exception. Donc on aura souvent le souvenir du pourquoi et du comment de notre venue sur Terre. Mais il se passe la même chose quand on passe de l'autre côté, quand on se désincarne, on oublie tout autant que quand on s'incarne, on oublie ce qui s'est passé précédemment sur le plan subtil. Moi, quand j'ai eu cette expérience pendant les 3 jours d'un coma profond où j'ai fait une NDE, j'étais donc au seuil de la mort. Quand je suis passé de l'autre côté, j'avais un vague souvenir de Marie-Odile et les enfants. Donc à l'époque, on avait 6 enfants. Et j'avais le truc, je ne pouvais pas, il fallait que je revienne parce que je ne pouvais pas laisser Marie-Odile et les enfants seuls. Mais c'était la seule chose qui me rattachait. J'avais tout oublié, le reste, écrivain, formateur, amoureux de la musique, enfin, tout ça n'existait plus. Mes animaux, même... Mais c'est triste quelque part. Comment ? C'est triste qu'on oublie. Mais non, parce qu'on rentre dans un autre univers, on a une autre vie, c'est comme quand on vient sur Terre, et si on reste connecté, en étant sur Terre, si on reste connecté totalement à ce que l'on a vécu précédemment sur le plan subtil où se déplacer, on n'a pas besoin de prendre une voiture, une trottinette, le train ou un avion, on veut se déplacer, on se déplace dans l'instant, on va où on veut, on a des aptitudes que l'on n'a pas sur Terre, ce serait terrible d'avoir comme ça, de se sentir prisonnier totalement. Comme on oublie, on ne se sent pas prisonnier. Moi, quand j'ai eu cette expérience, quand je suis revenu dans le corps, c'est comme si j'étais enfermé. Il m'a fallu des heures et des heures pour commencer à me réhabituer, à réapprendre à utiliser le corps. Je me souviens que j'étais à l'hôpital, rien que bouger un doigt, c'était gravir l'Everest. Et le fait d'avoir fini par bouger un doigt au bout de plusieurs heures, c'est comme si c'était extraordinaire ce que j'avais fait. Et il m'a fallu quasiment une journée pour commencer à me réhabituer à ce corps. Alors que sur le plan subtil, c'était la liberté totale. Je pouvais me fondre dans l'univers. Enfin, les expériences qui ont été rapportées sont multiples. Oui. On garde quand même, on va dire, le schéma à peu près de notre évolution. Parce que est-ce que le risque, c'est pas de commettre les mêmes erreurs, entre guillemets, enfin les mêmes expériences? On le retrouve inconsciemment la plupart du temps.
Oui. Donc, Mais c'est notre conscient, on pense que c'est inconscient, c'est notre conscient qui n'est pas si con. C'est-à-dire, disons que notre conscient ne vient pas forcément à notre mémoire. Mais si on fait des choses comme ça, c'est que consciemment, on est poussé à le faire. Ça n'est plus du domaine de l'inconscient. Mais c'est pas pour autant qu'on en garde le souvenir. On sait ce que l'on veut faire, on sait ce que l'on a à faire, sans forcément trop savoir pourquoi ni comment. On est poussé par une impulsion. On a quand même les grandes lignes sans avoir forcément les détails, quoi. Oui, c'est ça. Mais les grandes lignes, ça peut être une aspiration, ça peut être un rêve, un désir, tu vois. Oui. Moi j'ai une question vraiment par rapport au temps, puisqu'on dit que le temps n'existe pas. En tout cas, c'est linéaire sur Terre, etc. Est-ce que l'idée ou la théorie qu'on vit toutes nos vies en même temps, On vit comment? toutes nos vies en même temps, C'est-à-dire La théorie quantique. Des univers parallèles. En fait, je disais comme le temps, ce qu'on nous raconte, hein, que le temps est comme un millefeuille, une Oui. somme d'instants présents, et que le temps linéaire, tel qu'on le voit, l'imagine sur Terre, n'existe pas. Du coup, il y a une théorie qui dit qu'en réalité, on vit toutes nos vies en même temps. La Oui, théorie des cordes. Je voulais juste savoir ce que tu en pensais. Quand voilà. on est incarné, Oui. on vit dans un monde qui a un temps et un espace. Oui. Quand on est désincarné, on est sur le champ quantique, il n'y a plus ni temps ni espace. Mais il y a un autre temps et un autre espace que l'on ne connaît pas. C'est pas dénué de temps et d'espace, mais ça n'a rien à voir avec celui que l'on connaît sur Terre. Par exemple, tu fais tomber, tu casses un œuf, tu le fais tomber, il s'écrase par terre. Dans le monde quantique, là l'œuf il peut remonter, se reconstituer. Oui, mais on ne peut pas expérimenter ça. Intellectuellement, on sait que c'est possible, mais pas sur Terre. Dans le champ quantique, quand je fais ça, je passe à travers la table. Sur le plan physique, si je cogne fort, je vais me faire mal. Je ne passe pas à travers la table. Sur le plan du rêve, oui, on peut passer, parce que sur le plan du rêve, on est sur le plan quantique. Ce qui fait que sur Terre, on a un temps et on a un espace. Donc on ne peut pas vivre simultanément des quantités de choses. Mais, comment dire, en esprit, c'est censé être possible, mais pas sur Terre. Un jour, quand on aura la capacité de se souvenir de ce que l'on a vécu sur le plan de la désincarnation, on pourra vivre simultanément dans deux temps et deux espaces, mais l'un par le souvenir. Moi, quand j'ai eu au retour de ce coma profond, au retour de la NDE, je suis resté pendant 5 semaines dans un état modifié de conscience, un état, on pourrait dire, transpersonnel. Dans cet état-là, il y avait 2 mois. Il y avait moi qui était sur le lit d'hôpital, réveillé, je ne dormais pas, et le moi subtil. Et le moi sur le lit d'hôpital, il était sur le lit d'hôpital, il ne pouvait pas bouger. En plus de ça, j'étais relié à des monitorings, puis j'étais tellement faible que je ne pouvais pas bouger. Mais l'autre moi, le moi subtil, je pouvais aller où je voulais, je passais à travers les murs, à travers les montagnes, j'allais me perdre dans l'univers, mais j'étais pas dans le temps et l'espace du plan physique. Je vivais simultanément sur 2 temps et deux espaces. Mais quand mon état transpersonnel a fini par s'atténuer au bout de 5-6 semaines, eh bien, Alain, il se baladait plus, il avait plus le don d'ubiquité, il ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois. Un endroit physique et un endroit dans un endroit encore physique et dans l'autre endroit encore subtil, et pas physique. T'as aimé ça? C'était extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire d'aller dans l'univers, de traverser l'Atlantique en microsecondes, d'aller discuter avec des êtres un peu partout, d'aller accompagner mon chien qui était décédé, de l'accompagner au paradis des chiens, des trucs comme ça, absolument inconcevables, de me fondre dans l'égrégore d'une nation. C'était l'Irak à l'époque, c'était la guerre, c'était en 2003, donc la deuxième guerre entre l'Amérique et l'Irak, et de me fondre dans l'égrégore du peuple irakien. C'était une énorme masse spongieuse qui a englobé Bagdad et qui s'étendait bien au-delà de Bagdad, et je suis rentré dans cette masse spongieuse. J'entendais des cris, des hurlements des enfants, des femmes, des personnes âgées, et j'essayais d'atténuer des souffrances à l'intérieur. Mais à ce moment-là,
pour moi, le moi qui était dans cet état-là, c'était tout à fait banal, pas plus compliqué que d'aller prendre la voiture pour aller faire des courses. J'étais à la fois dans ce temps et dans une autre dimension. À tel point que quand Marie-Odile venait me voir tous les jours, je ne pensais même pas à lui raconter ce genre d'expérience. Il fallait que je fasse l'effort de me dire non, c'est pas normal, enfin pour tout le monde. Là, tu es dans un état transpersonnel, ce que tu vis, c'est pas habituel. Mais à cette époque-là, c'est comme dans un rêve, quand on fait un rêve, le nom, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, dans un rêve, c'est vu, même se voir. On sait que l'on est, mais on ne se voit pas. Et on ne vieillit pas, parce qu'il y a des rêves qui pourraient, en temps durée physique, et qui pourraient s'étendre sur des dizaines d'années. Mais même sur des dizaines d'années, dans un rêve, on ne vieillit pas, on est comme on est. On se sent être, on ne se voit pas. Donc on pourrait dire que sur le plan subtil, c'est un peu ça, on se sent être, on ne se voit pas. Parce que c'est comme si on était une pensée qui est manifestée. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, bien, parce que tout ça, ce sont des interrogations très très vastes. Oui, Par rapport Lara. au temps, un peu en lien, je me posais la question si est-ce qu'on peut s'incarner dans un temps passé Dans les films de science-fiction, oui. Non, mais voilà. Comment ça se passe par rapport à Non, ça c'est impossible et je pense que ça ne marchera jamais. Par rapport à l'énergie, enfin, je sais pas. Parce que, imaginons une machine à remonter le temps, il faudrait que toutes les cellules du corps soient reconstituées. Par contre, en esprit, ce que j'appelle en esprit, comme la deuxième partie de moi, dans le don d'ubiquité qui se baladait ou n'importe où et puis qui était dans un non-temps, dans un non-espace, en esprit, c'est possible. On pourrait revenir, mais pas physiquement. C'est-à-dire qu'on pourrait assister à des scènes du passé. Donc il y a des voyants qui le font, mais on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas s'incarner physiquement, si dans les films et les romans de science-fiction, mais je pense que ça ne pourra jamais se faire. Seulement en esprit. Mais en esprit, on va pas interagir. C'est comme si on était spectateur. C'est comme si on regardait un film ou une scène qui se passe là sur le plan physique devant nous. On observe. Donc ça, c'est possible. Il y en a qui le font. Et peut-être qu'un jour, beaucoup d'individus pourront le faire. Donc on pourra les vérifier, peut-être des informations historiques, savoir si ça s'est vraiment passé comme ça, ou qu'est-ce qui s'est réellement passé, ou est-ce qu'il y a eu des choses cachées, est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles à dévoiler. Mais on ne pourra pas interagir. Impossible. C'est comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça fait rêver beaucoup de gens, mais il y a quelques scientifiques de pointe qui sont pas imaginatifs ni inventifs, mais qui ont les pieds sur terre et qui pensent que jamais l'intelligence artificielle pourra penser. C'est pas possible. Une machine ne pourra jamais penser. Sinon, à quoi bon les humains? Mais par contre, faire des choses extraordinaires, réfléchir, penser, compter, colmater des choses, associer des choses bien plus rapidement que l'être humain, oui, ça c'est possible. Mais une machine reste une machine. Donc les voyages, oui, même pourquoi pas, sur le plan quantique, pourquoi pas même des voyages dans le futur. Mais on ne pourra jamais rien changer. On pourra ne faire qu'observer. Ou voir ce qui sera peut-être un jour possible de se réaliser. C'est-à-dire que, imaginons que des lois des mathématiques peuvent prévoir l'avenir. Dans ces cas-là, on peut concevoir que d'ici un siècle, l'humanité vivra de telle et telle manière. Avec bien évidemment des taux d'erreur possibles, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais dans l'absolu, il peut y avoir un cheminement logique qui fait que par rapport à tout ce qui est mis en place aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est dans la loi de cause à effet, tous les actes qui sont posés vont induire immanquablement des effets. Immanquablement peut-être, mais pas forcément toujours. Donc il sera possible de prévoir une partie du futur avec des taux d'erreur peut-être de 60 à 70%. Mais on pourra les visiter très sûrement. Pour le moment, aucun humain, à ma connaissance, l'a fait. Dans le passé, oui, dans le futur, non. Et je pense que quand on sera plus à même
de se mouvoir en harmonie totale avec nous-mêmes et avec l'univers, il y a comme ça des choses qui seront peut-être possibles. Mais on ne pourra jamais changer. On ne pourra faire qu'observer, être témoin. C'est déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien aller retourner à l'époque de l'Atlantide, voir comment vivaient les gens il y a quelques dizaines de milliers d'années, savoir si ce qui est écrit dans les ouvrages, ce que moi-même j'ai écrit est tout à fait juste ou pas. Mais bon, pour le moment, c'est un peu loin. Ce sera peut-être pour la vie prochaine ou les vies prochaines. C'est... Oui. Oui, merci. Oui. Et il ne faut pas rêver avec la physique quantique. La physique quantique, c'est quelque chose qui est en essence, en esprit. Mais aujourd'hui, aucun scientifique, aucun physicien ne peut réaliser concrètement ce qu'ils perçoivent avec les mathématiques. Ils savent que c'est du domaine du possible dans un champ. Mais le champ quantique, ce n'est pas notre champ physique. Le champ quantique, c'est la même chose que ce que les anciens sages hindous appelaient le champ akashique. Le champ akashique, c'est une fréquence. Donc le champ quantique est une fréquence qui est bien au-dessus de la fréquence des 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air, le feu et même l'éther. L'éther de l'espace, donc le champ éthérique intègre en lui les 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu, mais le champ akashique intègre aussi le champ éthérique qui lui-même intègre les 4 éléments. Ce qui fait que ce sont des fréquences sur lesquelles l'être humain ne peut pas se mouvoir aujourd'hui, son niveau d'évolution n'est pas suffisant. Mais on un prix Nobel de mathématiques et de physique du XXe siècle qui dit le champ quantique, on n'y comprend rien. Justement, j'ai demandé à l'un de mes amis physiciens de la théorie que j'aimais sur les fréquences, ces champs de fréquences multiples dans l'univers. Je lui ai demandé son point de vue. Alors on a eu de longues entrevues où il critiquait, enfin quand je dis critiquer, c'est autant en bien qu'en mal ce que j'avais écrit, mais à un moment donné, il m'a dit, écoute, la physique quantique pour le moment ne peut pas répondre à cette question de niveau de fréquence, celle que j'ai élaborée. Il dit, on ne peut pas répondre à ça, nos connaissances ne sont pas suffisantes. Donc voilà, ce sera en devenir. Et bientôt, il y aura la coiffure quantique, les chewing-gums quantiques. C'est à la mode, voilà. C'est à la mode. Oui. Je voudrais revenir à une question un peu basique en fait, parce que j'arrive pas à détacher l'idée de la conscience et l'évolution. Donc, comme on est censé se réincarner pour évoluer, comment peut se faire une évolution s'il n'y a pas la conscience de ce qui est en train de se dérouler dans notre vie. Enfin, tu vois, si quelqu'un qui n'a aucune conscience de tout ça, et qui arrive dans sa vie comme ça, mais sans conscience, comment on peut évoluer en fait? Là, tu évoques la perception. Avoir conscience de soi, avoir conscience de choses que l'on fait. Quand je parle de conscience, je ne pense pas à perception, je pense à un champ de cohérence qui intègre, par exemple, l'humanité dans sa totalité. L'égrégore humanité a un champ de conscience spécifique. On pourrait dire l'âme de l'humanité, si on veut appeler ça autrement, ou le champ quantique de l'humanité, ou le champ akashique de l'humanité, peu importe. Il y a un égrégore, une masse de conscience, donc d'intelligence, on pourrait dire, d'émotions collectives. Mais à l'intérieur de cette intelligence, de cette émotion collective, il y a des quantités d'individus. Des milliards d'individus. Mais chacun de ces milliards d'individus, tout en étant connecté à la conscience globale de l'humanité, va développer son propre champ, sa propre fréquence, disons. Alors qui ne sera pas qui ne sera pas du même niveau que la conscience globale. Mais quand j'entends conscience, c'est l'âme ou l'ego de la personne. C'est pas forcément sa perception des choses. On parle pas de la même conscience. La conscience dont il est question,
une fréquence, moi je ne vois pas d'autre mot que ça, c'est une fréquence énergétique, une fréquence vibratoire particulière. Et un être peut être doté d'une immense connaissance ésotérique, par exemple, ou même scientifique, qu'il a développé dans des vies passées, et il va s'incarner pour faire, je sais pas, pour être artiste, tiens, peintre, pourquoi pas. Il va quitter le monde, le monde scientifique, il va quitter le monde de l'étude ésotérique ou spirituelle, il va devenir peintre. Eh bien, en lui, il aura tout le potentiel du passé. Mais au cours de son incarnation, tout ça, il l'aura oublié. Il va s'orienter vers quelque chose d'autre, quelque chose de précis, qui va aussi lui apporter une expérience nouvelle dans son champ de conscience global. Mais pas au niveau de je sais, je connais pas, je connais, je vais expérimenter. C'est très différent. Là, entre la conscience de l'être, la fréquence de l'être et son niveau d'entendement. Alors, théoriquement, le niveau d'entendement est censé être en harmonie avec le champ fréquentiel d'un être. Mais ça, c'est si on vivait dans un monde parfait. On ne vit pas dans un monde parfait, donc il y a la vie, l'ego, l'âme, les résistances de l'être, enfin, il y a tous ces phénomènes qui font que la conscience telle que tu l'entends n'est pas forcément en adéquation avec le champ fréquentiel de l'être. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et encore, là, je parle que d'un être humain. On pourrait parler d'un animal, d'une planète. La fréquence, quelle est la fréquence de la planète Terre? Alors certains disent que la fréquence de la planète Terre, elle est de 7 Hertz. Oui, mais ça, c'est juste une information, on pourrait dire presque musicale. Mais la fréquence de la planète Terre, c'est autre chose que 7 Hertz. Ça englobe tous les règnes de la nature, du règne minéral au règne spirituel. Donc c'est une fréquence qui est multiple, globale. Ce sont des multifréquences qui sont intégrées dans une fréquence d'une ampleur démesurée. Et après, à l'intérieur de ça, chaque entité, que ce soit une entité nard, une entité chien, une entité humain, une entité maître spirituel de la hiérarchie, chacun va vivre avec son propre niveau de conscience, mais qui ne sera pas forcément en adéquation avec sa conscience globale. Il faudrait être capable, là, à l'instant, il faudrait être capable, par exemple, la conscience globale d'un être humain. Prenons n'importe lequel. Qu'est-ce que ça sous-entendrait? Qu'à l'instant même, il se souvient de toutes ses vies. Peut-être des milliers de vies, donc il se mettrait à parler des quantités de langues qui n'existent plus, peut-être depuis des milliers d'années, avoir pratiqué des quantités de métiers, d'être boulanger, blanchisseur, roi, empereur et ainsi de suite. On n'a pas ça. Nous, on a notre conscience de notre vie, du présent. Mais tout ça, c'est en nous. Dans notre champ fréquentiel, on a la totalité de toute notre existence, et non seulement de notre existence, mais de l'existence de la race humaine dans sa totalité, de l'existence du règne végétal, du règne animal, du règne minéral, ainsi de suite. Mais si jamais aujourd'hui, avec le bagage, notre cerveau, les facultés de notre cerveau, si jamais on était capable de rien qu'une fraction de seconde d'avoir cette mémoire, le corps il se disloquerait, il ne pourrait pas supporter, il n'a pas notre fréquence physique, corporelle, émotionnelle et mentale n'a pas la capacité d'intégrer tout ça. C'est là. Ça me fait penser ma marraine, donc cette fameuse marraine pour qui je suis sûrement venu dans cette famille, se désespérer d'oublier tout. C'est une femme qui passait son temps, parce qu'elle a transité maintenant, qui passait son temps à étudier. Et un jour, en méditation, elle a eu, alors de cette vie, pas des vies passées, parce qu'elle n'aurait pas pu l'intégrer, son mécanisme corporel n'aurait pas pu supporter ça. Elle a eu la perception de toutes les connaissances elle avait 70 ans à l'époque, elle avait emmagasinées depuis sa naissance sur Terre. Et ça a été, elle m'a dit, mais c'était incroyable, c'était un melting pot de tout, ça partait dans tous les sens. Et je me suis rendu compte qu'en moi, j'avais ça, même si pour le moment, mon cerveau n'a pas un mécanisme suffisamment précis pour se mémoriser tout ça. Mais elle me dit, mais je sais maintenant que c'est en moi, c'est là. Je n'ai rien oublié, je n'ai rien perdu. Mais je le retrouverai peut-être un jour. Je prends un exemple. Et moi, les jeux de société, c'est pas mon truc. Mais ça l'a sûrement été au cours d'une vie, il y a longtemps, au Japon.
J'ai un ami qui est un inconditionnel du jeu de Go. Il m'a tanné pendant des mois et des mois pour m'initier au jeu de Go. Un jour, j'ai fini pour lui faire plaisir. Je dis, bon, écoute, allez, prenons un jeu de Go, enfin, amène ton jeu de Go, on fait une partie. Alors, il m'explique les règles. Déjà, ça ne m'intéresse pas, donc j'écoute d'une oreille un peu distraite. Et puis, c'est très, très compliqué, beaucoup plus compliqué que les échecs. À un moment donné, j'ai dit, c'est un jeu de stratégie. La stratégie, je connais, c'est mon domaine. On y va. Eh bien, il a mis 4 heures pour me battre, alors qu'il aurait dû, la partie aurait dû être expédiée en 10 minutes. Et à un moment donné, il me dit, t'es quand même gonflé de me dire que tu connais pas le jeu de Go. Je dis, non, je connais pas. Il me dit, je suis en train de lire un livre d'un grand maître de Go japonais du XIIIe siècle qui a élaboré une stratégie que j'essaye d'étudier, de comprendre. Il m'a dit, c'est la stratégie que tu as mis sur pied. Inconsciemment, je me suis rappelé, mais sans le savoir, je me suis rappelé inconsciemment ma lettre que j'ai été il y a plusieurs centaines d'années, un samouraï entre autres, incarné au Japon médiéval, qui devait être passionné par les jeux de Go. Alors je ne dis pas que j'étais le maître qui a écrit le livre, hein, mais j'ai sûrement quelqu'un, un élève qui avait intégré cette théorie. Et je l'ai mise en pratique. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais au bout de mes idées de stratégie, et il a fini par me battre. Mais il a mis 4 heures, tout simplement parce qu'une partie de moi inconsciente s'est souvenue de quelque chose qui m'était familier il y a des siècles et des siècles. C'est comme la première fois que j'ai assisté à un théâtre no japonais. J'avais pas le texte, la traduction en français. Et j'étais chez moi, ou la première fois que j'ai écouté de la musique indienne classique, j'étais chez moi, ça m'était totalement familier, même si je ne me souviens pas d'une vie au Japon, ou si je ne me souviens pas d'une vie en Inde. C'était familier, ça m'appartenait. J'aurais jamais écouté de musique indienne ou jamais vu de théâtre no japonais, j'aurais jamais imaginé que ça m'était familier, puisque j'ai été confronté à ça, tout simplement. Donc des souvenirs inconscients me sont revenus. Mais la conscience, la vaste conscience et être conscient de quelque chose, c'est pas la même chose. Oui. Après, être conscient, on pourrait dire, excuse-moi, je termine, être conscient de quelque chose, pour dire que c'est une fraction de notre conscience globale. Une fraction. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, mais moi, la question, elle est encore... Enfin, c'est... si à chaque vie, on ne peut pas évoluer, mais on est là pour évoluer, pour expérimenter et évoluer. Moi, je voudrais comprendre en quoi, par exemple, quelqu'un qui s'incarne là, qui devient un tyran, par exemple, quelle est son évolution? En quoi il évolue dans la vie ici et maintenant? Enfin, tu vois, il évolue pas, il expérimente. Et il expérimente. Donc en fait, mais il n'involue pas. On ne s'incarne pas forcément pour évoluer. Par exemple, Saddam Hussein, quand il va se réincarner, il s'est fait éjecter, donc pour son ego, il a pris un énorme coup. Si l'énorme coup a été vraiment, lui a fait un effet bénéfique, peut-être que quand il se réincarnera, il ne sera plus un tyran. Mais si c'est pas le cas, si son ego en a pris un sacré coup et que c'était insupportable, puis il a été assassiné, aussi assassiné par l'armée américaine, peut-être que quand il va revenir, il va essayer d'être encore un plus grand tyran qu'il était dans sa vie passée, ou en tout cas de faire au moins la même chose. Mais c'est pas de l'involution, c'est un état statique qui peut durer comme ça plusieurs vies. Ouais, c'est ça. Un état statique, jusqu'au jour où sa conscience, enfin son embryon de conscience, va se dire ah oui non mais je peux pas continuer comme ça, il y a quelque chose d'autre qui existe dans la vie et il ne sera plus un tyran, il deviendra quelqu'un petit à petit, quelqu'un qui finira par découvrir les concepts d'amour, de sagesse, de volonté de bien. Mais ça va prendre du temps, hein. Quelqu'un comme lui là, parce qu'il a mis la barre très très haut dans cette incarnation. Tu veux dire que pour évoluer, il faut le vouloir en fait. Oui, il faut le vouloir. Oui, c'est ça, donc il faut être conscient. Mais, oui et non, on peut être... Parce que le processus évolutif, c'est la seule chose qui existe pour moi dans l'univers, c'est la conscience. Et la conscience, son processus, son but de la conscience, c'est d'évoluer. Toujours d'aller de l'avant. Toujours. Mais on peut le faire sans s'en rendre compte. La plupart du temps, la plupart des gens font ça. Ils évoluent sans s'en rendre compte qu'ils vont un peu plus loin que la fois précédente. Parce que la fois précédente, c'était pas il y a 5 ans. La fois précédente, c'était dans les vies passées.
Et comme on n'a pas le souvenir de ses vies passées, on peut pas forcément imaginer qu'on a fait un pas important ou un petit pas au cours de cette existence. Du coup, ça peut être intéressant d'aller visiter ses vies passées. Oui, est-ce sauf que c'est pas selon facile. toi, Hein. C'est pas facile. Ouais. Et en plus de ça, quand les gens qui ont ce genre d'expérience par certaines techniques, alors qui ne fonctionnent pas avec tout le monde, hein, qui peuvent fonctionner de temps en temps, est-ce que c'est leur propre vie qu'ils revisitent ou est-ce que c'est la vie d'un collectif ou de choses qui sont dans son imaginaire ou qu'il a peut-être vu en rêve? C'est difficile à savoir, très difficile. Par contre, on peut, si on a quelqu'un je prends l'un de mes oncles qui a fait la guerre d'Indochine, il arrive à Saïgon, il était chez lui, il connaissait le nom des rues, il connaissait les magasins, il a même retrouvé, et il ne croit pas à la réincarnation le monsieur, mais il retrouvait des vendeurs qui étaient devenus des vieux monsieur, donc il s'était sûrement réincarné très très rapidement, il connaissait les noms de certains vendeurs qui étaient devenus des êtres âgés, des hommes âgés. Il était chez lui à Saïgon, encore plus que dans la ville de Toulon où il habite. Parce qu'il a sûrement vécu en tant que Vietnamien, peut-être 1 ou 2 vies ou 3 vies dans ce pays. Mais consciemment, il ne le savait pas. Il a simplement retrouvé des éléments de connaissance sans prendre conscience que peut-être ça le concernait au premier plan. Peut-être qu'il avait été incarné, enfin très sûrement incarné dans ce pays. Oui, Par rapport à l'évolution, justement, que tu parlais, sachant que tout évolue tout le temps, que le monde évolue, les gens évoluent, les égrégores évoluent aussi, les fréquences de l'humanité évoluent. Quand on se désincarne, comment on peut être capable de choisir ce qu'il y a de mieux pour nous dans notre prochaine évolution, sachant que tout évolue en fait. Est-ce qu'on se base sur quoi? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce qu'on se base sur des vies qu'on a déjà vécues, mais quand on va se réincarner, par exemple, pour la 3e fois en France, l'égrégore, il sera plus le même que les dernières vies qu'on a eues. Sur le champ subtil, le plan de la désincarnation, la conscience de ce que l'on est réellement est plus vaste que sur Terre. Donc on peut plus facilement prévoir, imaginer, concevoir des choses, mais quand on se réincarne, il y a le corps physique qui fait que il y a l'oubli. Donc en désincarnant, on peut avoir cette capacité de peut-être entrevoir ce qui pourrait se passer. Mieux que sur Terre. Mieux que sur Terre. Pas totalement, parce que sinon, si c'était le cas, personne ne voudrait se réincarner. Hein. Si on se réincarne, c'est qu'il y a aussi des intérêts à le faire. On peut dire, grosso modo, que on expérimente sur Terre et sur le plan subtil, on intègre ce que l'on a expérimenté. Alors, grosso modo, ça se passe comme ça pour la majorité des êtres. Alors, il y en a après il y en a qui sortent momentanément de ce concept et puis qui peuvent peut-être intégrer sur le plan subtil et expérimenter sur le plan subtil, intégrer sur Terre. Mais bon, c'est moins courant que le contraire. Mais sur le plan subtil, on a une aisance que l'on n'a pas sur Terre. Mais on a aussi l'incapacité de vivre des expériences extrêmement fortes et précises, parce qu'on est en esprit, on n'a pas de corps. Même si on a un champ émotionnel ou un champ mental, on n'est qu'un esprit. Il y a des quantités de choses que l'on ne peut pas faire sur le plan subtil, que l'on peut faire que sur Terre. On peut voyager sur le plan subtil dans des fréquences, mais on peut pas manger, on peut pas faire l'amour, on peut pas boire de l'alcool, on peut pas il y a des quantités de choses qu'on peut pas faire. Donc on s'incarne pour ça, pour expérimenter. Et si on se bouscule au portillon pour venir s'incarner, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à le faire. Pour les mystiques, le temps de la désincarnation est un temps choyé, préférentiel. Mais pour les gens qui sont, pour la grande majorité, qui sont dans la dimension matérielle de l'existence, le plan subtil, ils sont bloqués sur le plan subtil, parce que la matière, sur le plan subtil, elle n'est pas présente. Donc tout l'attrait que l'on peut avoir, qu'un être peut avoir sur Terre, dans le monde du matériel, ne peut pas être vécu, expérimenté sur le champ subtil. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'incarne pour pouvoir répondre à des besoins qui sont là. Comment on le sait?
Oui. Des questions bêtes. Comment on le sait qu'on ne peut pas boire des bons coups de rouge, par exemple, dans la désincarnation ou je sais pas. Mais parce que l'alcool n'existe pas sur le plan de la désincarnation. Ouais, Ça, c'est on sûr. est dans un autre champ avec d'autres mondes. On n'a pas de goût, on n'a pas les Il y a sens. pas- il y a- Non, mais on n'a pas de corps physique. Oui, on n'a pas de corps corps physique, physique, donc c'est on pas ne peut pas possible, oui, c'est ça. goûter, on est peut juste, pas. je sais pas, on peut s'imaginer qu'on On peut avoir la sensation de toucher, mais on ne peut pas toucher. Il y a le film Ghost comme ça qui est très bien, hein, Oui, qui montre ça. Un homme qui veut absolument fumer et qui est désespéré parce qu'il n'arrive pas à fumer parce que c'est un fantôme donc il ne peut plus fumer. Mais d'ailleurs, C'est très bien fait. et les anges, il y a des anges qui, ça l'histoire l'a rapporté, des anges qui viennent s'incarner dans le règne humain pour avoir l'expérience de la matière qu'ils n'ont pas. Parce que pour les anges, tout est immatériel, ils sont le champ quantique dans les anges. Donc l'expérience de la matière, ils ne la connaissent pas. Donc un ange peut venir s'incarner, tout comme un être humain, quand il aura quitté le règne humain pour devenir un être de lumière, il pourra s'incarner dans le règne angélique. Ça marche dans les deux sens. Mais un ange qui s'incarne sur Terre, ça ne doit pas quand même courir les rues, quoi. Ça va arriver de temps en temps. Il faut vraiment que le Deva, on appelle Deva en Inde, que le Deva ait vraiment un besoin, une nécessité de le faire. Parce que quitter le règne dévique pour rentrer dans le règne matériel, le règne humain, il y a la densité. ça c'est clair. Il y a C'est un peu un livre involutif. qui est fabuleux là-dessus, c'est les livres de Christia Sylph, les romans de Christia Sylph, où il y a justement un ange qui vient s'incarner sur Terre pour aider un groupe karmique. Mais il met 2 incarnations à commencer à s'habituer. Dans la première, il est complètement perdu et il n'a qu'une envie, c'est fuir, de fuir ce corps, retrouver cet état de liberté qu'il n'a plus. À la deuxième incarnation, il commence à s'habituer et il devient un être humain avec la pensée angélique. Autant celui qui détruit tout le temps est autant aimé par le maître de sagesse que celui qui avance, qui devient une âme à part entière. Pour lui, ce sont ses fils et ses filles, donc il y en a un qui est là pour faire bouger les autres, parce que celui qui est détruit, c'est quelque chose. Au cours des 4 incarnations, il met le paquet. À l'époque de la Lémurie, à l'époque de l'Atlantide, à l'époque de la Chine antique, à chaque fois, c'est la surenchère, la démesure dans la destruction, mais il est là pour permettre à ceux qui avancent d'avancer encore plus vite, de se dépasser, de se battre, de se transformer. C'était très très intéressant. Dans les romans de Christa Sylph. Ouais, dans les romans de Christia Sylph, qui en plus de ça sont écrits fabuleusement bien. Et Christia Sylph était George Sand dans sa vie précédente. Donc son talent littéraire vient de là. Elle était déjà sûrement écrivaine ou écrivain en tant qu'homme, bien avant George Sand. Et Les livres sont là. Hein. Ah oui, ses écrits ressemblent, hein. Elle a le style de George Sand, elle écrit très très bien. Elle lui ressemble aussi beaucoup C'est assez impressionnant. physiquement. Le temps, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait, enfin je sais pas pourquoi je me disais ça, qu'il y avait au moins un siècle entre 2 réincarnations. Oui. Il y a une quinzaine d'années, je pensais comme ça. Aujourd'hui, je me dis qu'en fait, non. Il n'y a pas de règles ou il y a des règles? Il n'y a pas de règles. Enfin, on peut Il y a- se réincarner. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut se réincarner presque dans la même, dans la même décennie presque? J'ai eu connaissance à une époque, donc c'était il y a une quarantaine d'années, j'étais ami avec 2 femmes qui étaient rosicruciennes, donc c'était des grands-mères qui avaient des petits-enfants. Et elles ne se connaissaient pas, hein, c'était 2 personnes différentes. Et donc, l'une d'elles avait un petit garçon qui est mort à l'âge de 2 ans, une maladie. Et donc le désespoir des parents, et les parents avaient fermé à clé la chambre de ce petit garçon, il n'y avait plus jamais remis les pieds. Et 9 mois après, ils ont une petite fille. Et la petite fille, donc elle avait sa chambre, elle avait ses jouets, ses doudous et autres. Et quand elle a commencé à pouvoir marcher et à pouvoir parler, elle demandait, elle n'était pas dans sa chambre, elle demandait sa chambre, elle demandait ses jouets, elle demandait ses doudous. Elle est revenue très vite. Il y a eu un accident de parcours, elle est revenue dans la même famille. 2 fois, j'ai assisté à ce genre de phénomène. Et
c'était vraiment la même personne. Elle avait des aspirations, des goûts, des préférences qui étaient totalement en adéquation avec celui ou celle qui venait de mourir quelques mois auparavant. Aussi près que ça. Demander, elle voulait ses joujoux. Donc, Il y a- 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que moi ça me paraît pas long. 50 ans pour se désincarner, se réincarner, mais en fait c'est possible. Enfin, c'est possible. Si règle il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle dépend du nombre de populations sur Terre, de la démographie sur Terre. Ah oui. Peu de Et le monde est démographie, plus temps accessible. long. Beaucoup de démographie, beaucoup d'habitants sur Terre, temps beaucoup plus court. Mais cela dit, qui a tendance à se réincarner beaucoup plus vite? Les êtres qui, de l'autre côté, manquent de tout ce qu'est la matière, n'ont qu'une aspiration, c'est revenir le plus vite possible, ou les êtres qui ont une mission de vie à manifester sur Terre et qui se réincarnent très rapidement. Quand je dis très rapidement, ça peut être quelques dizaines d'années, quoi. C'est très rapide, quelques dizaines d'années. Oui, parce que si c'était Moi- tous les ouais. 2-3 siècles qu'on serait L'expérience- incarné, ce serait pas la même Quand j'ai eu cette expérience pendant 3 jours de coma profond, je suis passé de l'autre côté. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient venues m'attendre, des amis. Hein. Je les retrouvais comme si je les avais quittés 15 jours auparavant. Sauf que il y avait des gens qui étaient habillés à la mode du 19e siècle, la France ou la Belgique. D'autres qui étaient habillés à la mode du 17e, je pense que c'était l'Italie, et des lamas tibétains. Donc avec robe, safran et compagnie. Tout le monde se connaissait, tout le monde était copain. Je leur demandais des nouvelles d'un tel, ils me disaient un tel n'a pas pu venir ou un tel s'est réincarné. Enfin, c'était un dialogue assez surprenant. Mais tous ces êtres m'étaient totalement familiers. Donc je sais que j'ai eu une incarnation le siècle dernier, en France ou en Belgique, il y a 3 siècles en Italie où j'étais franc-maçon, et il y a 5 siècles au Tibet, à l'époque du 5e Dalai Lama, aux alentours de 1500 et quelques. Après il y avait le Japon, donc voilà, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, voilà mes taux de réincarnation. Alors, c'est vrai qu'il y a 5 siècles, la Terre était beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui. Ouais. Donc là, j'ai pu laisser 2 ou 3 siècles entre les deux, et entre 1900, enfin le 19e et aujourd'hui, la population a augmenté, donc je suis revenu beaucoup plus vite. Alors Mais peut-être qu'il y a attends, d'autres ça, raisons. c'est ce Hein. que tu crois, mais Comment enfin, c'est tu ce que tu sais sais, pardon, Oui. actuellement. Je parle de moi là. Oui, tu parles Oui. de toi, mais peut-être, enfin toi, tu admettons que tu en connais 5 de tes allez, 4 de Oui, tes 5. Allez, 5. Mais tu n'es pas sûr que c'est les seuls 5. Il y en Non, c'est- a encore peut-être entre les deux. Et que tu es peut-être revenu plus que Oui, tu crois. ça peut, c'est possible, mais Ouais, pourquoi, mais peut-être que tu es sûr pour- de toi. pourquoi que des personnes de ces 3-là et pas quelques personnes d'une autre entre deux, pourquoi pas? Ouais, oui, mais Pourquoi je sais pas. Donc j'en déduis qu'il y en a eu 3, il n'y en a pas eu entre deux. Mais T'as comment eu tu peut-être les des connais? vies où Comment t'étais tu pas les connais? enseignant Mais spirituel. je les connaissais Comment comme tu je, les reconnais, ces comme je gens-là vous connais là, comme je... Oui, mais comment enfin, Sauf toi, quand, Thomas. quand tu as su, quand est-ce que et comment tu as su ça? Mais quand tout de il a suite, fait en les sa- voyant, ils étaient Oui, là alors, mais tous. c'était essentiellement pendant tes Mais je 3 jours connaissais de les noms coma. qu'ils avaient sûrement à leur Oui. époque. Si tu c'était- n'avais pas eu ces 3 jours de coma, tu Oui. n'aurais pas cette conscience-là. Non. D'accord. Non, c'est ça qui t'a- j'avais intellectuellement la certitude que j'ai été théosophe, donc c'était au 19e siècle, que j'étais franc-maçon, donc au 17e ou au 18e, que j'ai été au Tibet, que j'étais au Japon. Donc je pouvais faire des datations comme ça approximatives. Mais là, j'ai eu l'expérience du vécu. Là, ils étaient habillés comme à l'époque. Et comme je vous le dis, là, je les retrouvais tous les, je sais pas, une bonne centaine, peut-être plus même. Je les connaissais tous intimement. C'était des amis, ouais, des proches. Même de certains d'il y a 5 siècles. C'était des proches que je retrouvais, Ouais, un peu comme une assemblée, on se retrouvait, on était venus d'horizons divers. Sachant que chacun a plusieurs vies, du coup tu les as vus dans une apparence qui Ouais. a traversé en fait ta Ouais. propre vie à toi. Mais Et c'est qu'ils étaient, ils ont ils étaient plein désincarnés. Oui. Mais si ceux du Tibet, là, les lamas tibétains, si c'était réincarné entre-temps, pourquoi aurait-il eu l'apparence de lama tibétain?
avec le faciès tibétain, avec l'habit tibétain, ils auraient Lui, il eu... n'était pas réincarné depuis. Je pense qu'ils ne s'étaient pas réincarnés depuis. Ou alors ils se présentent à toi de la manière dont tu les as connus. Peut-être pour le côté rassurant. Ou alors ils se sont réincarnés de nouveau en tant que lama tibétain, et ils me sont apparus en tant que tels, mais moi je les avais connus il n'y a que 5 siècles, pas entre-temps. Ça aussi c'est possible. Mais c'était la familiarité, quoi. C'était des amis très 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 proches que je retrouvais. Oui, mais ce qui m'interpelle, c'est... mais tu me l'as un peu dit, en fait, parce que pour toi, ta logique, c'est si tu avais eu d'autres... Enfin, ils étaient tous là pour toi. Si il y avait eu d'autres incarnations, je sais pas moi, une au Pérou et puis une en Angleterre, eh ben, ils auraient été là à ce moment-là pour t'accueillir aussi. Oui, mais sûrement dans... Donc, dans l'incarnation dans laquelle on s'était connus. Peut-être pas entre deux, c'est possible aussi. Hein. C'est possible qu'ils aient pris l'apparence qu'ils avaient quand on était ensemble. Oui, parce que Mais c'est là que la notion de temps... plusieurs fois, du coup. Je termine sur le plan subtil, la notion de temps, là, elle est abolie, puisque je les avais quittés 15 ans auparavant, alors que ça faisait au moins 5 siècles. Oui, Mais du coup, par Thomas. rapport à ça, moi, ce qui me frappe, c'est par rapport à l'espace, du coup. Tout à l'heure, on parlait de la conscience un peu au niveau des galaxies ou autre. Mais là, par contre, en termes de réincarnation, on se limite à la Terre. Oui. On a une explication par Mais rapport parce à ça. que l'humanité, le cycle, les milliards d'individus qui s'incarnent sur Terre sont liés à la Terre, sont nés sur la Terre. La Terre s'est créée sûrement pour créer des règnes de la nature. Donc nous sommes issus de particules de cosmiques de l'espace, mais qui se sont manifestées, qui se sont colmatées, qui se sont associés sur Terre, et on est lié à un cycle terrestre, donc on est sûrement sur Terre depuis très 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 longtemps. On ira sûrement dans d'autres cycles, peut-être planétaires, ou peut-être le cycle de d'autres systèmes solaires, plus tard, quand on aura quitté le temps que l'on a à passer sur Terre. Quand on aura quitté le champ physique, quand on aura quitté le règne humain, qu'on rentrera dans le règne spirituel, là je pense qu'à un moment donné, dans le règne spirituel, le règne spirituel il est toujours lié à la Terre, à l'évolution de la Terre, mais je pense qu'à un moment donné, au sein du règne spirituel, quand des êtres passent sur une fréquence supérieure, eh bien un champ cosmique doit s'ouvrir devant eux, et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont quitter le champ de la Terre pour peut-être l'éternité, et ils vont rentrer momentanément dans un autre champ fréquentiel, peut-être, je sais pas, le champ d'une autre planète, peut-être le champ de notre système solaire. En ésotérisme, on dit que les êtres qui quittent le système solaire, quand ils ont atteint un degré d'évolution très 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 avancé, rentrent dans le système solaire de Sirius, qui, d'après les enseignements, serait d'une qualité vibratoire supérieure au système solaire dans lequel nous nous trouvons. Ce qui sous-entendrait que la conscience cosmique qui vitalise le système de Sirius serait plus avancée que la conscience cosmique qui vitalise notre système solaire. Oui, c'est super. Et on donc, parle de quand conscience. il y a des gens qui pensent qu'ils viennent de Sirius. Ils ont un gros ego. Ouais, Voilà. donc voilà, c'est vrai que quand j'entends, parce que quand j'entends dire ça, je me dis, parce que moi ça me paraît, je me dis, ouais, mais comment elle peut savoir, et puis pourquoi elle dit ça et tout. Et quand je t'entends, je me dis, mais on peut pas dire, tiens, bah, moi, dans une autre vie, en fait, je viens même de Sirius. Très sûrement que dans le système solaire de Sirius, donc je sais pas, pas forcément même sur une planète, sur le champ subtil de Sirius, l'entité la moins évoluée est d'un niveau d'évolution bien bien supérieur à un maître de sagesse dans notre système solaire. C'est-à-dire que l'être le moins avancé sur le plan de la conscience sur Sirius est d'un niveau d'entendement qu'on ne peut pas imaginer, qui dépasse de très 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 loin ce que nous pouvons même concevoir. Je ne parle même pas de lui, de concevoir, d'imaginer. Donc il n'a aucune raison de venir sur Terre. Non, là ce serait une sacrée régression. Oui. On n'est pas dans l'évolution, donc ce n'est pas... C'est un peu comme un animal qui reviendrait une plante, ou un être humain qui deviendrait un animal. Oui, Ce serait un peu la même chose. Est-ce que ça peut pas être un être qui vient pour aider l'humanité? Mais il y en a tellement déjà dans le système solaire.
Non, et mais qui... comme des grands sages. Oui, mais il y en a déjà tellement dans le système solaire, des grandes entités de conscience. Pourquoi venir d'ailleurs alors que... Parce que si elle vient d'ailleurs, elle n'est pas, comment dire, elle serait pas en adéquation avec le champ de conscience de notre système solaire. Elle serait d'un niveau de conscience très supérieur. Donc si une entité de ce type venait, même pas s'incarner, mais venait transmettre par télépathie un enseignement à un être humain, il serait totalement incompréhensible pour tout le monde, parce que le niveau d'entendement d'un être humain ne peut pas accéder au niveau d'entendement qu'un être même très peu avancé sur Sirius. C'est pas possible. Juste sa fréquence, son champ. Les fréquences sont trop élevées. Agir sur. Oui, mais du coup, peut-être faire grandir le. Imaginons un ange qui viendrait habiter un abattoir. Ça serait l'horreur. L'horreur, parce que la vibration du champ de l'abattoir est tellement éloignée de la vibration de l'ange qu'il serait au désespoir. Il y aurait du sang partout. C'est impossible. On peut pas. Vibratoirement, c'est pas possible. Il pourrait s'incarner sur Terre, ou en tout cas se connecter à un être humain, mais qui serait d'un niveau de conscience très élevé. Parce que l'ange va descendre de son champ vibratoire, l'humain va s'élever de son champ vibratoire pour qu'il puisse y avoir une rencontre. Mais l'ange, il ne peut pas descendre plus bas qu'un certain stade. Alors un être de Sirius, c'est la loi d'attraction, en fait. Oui. Mais par contre, des égos, moi j'en connais, qui disent venir d'ailleurs, d'Alpha du Centaure, même d'une autre galaxie. Mais bon, on peut toujours rêver, mais après, la réalité est là. Au-delà du fait de venir, de s'incarner dans Sirius, ou ceux qui disent qu'ils viennent de Sirius, mais c'est possible de concevoir une visite en esprit. Je veux dire, parce que j'ai déjà entendu aussi des personnes dire qu'ils ont visité Sirius, ils ont été en voyage cosmique à Sirius. Non, mais on peut dire ce qu'on veut. Moi, je peux raconter que je suis en connexion avec l'ange Gabriel. Ça n'implique que moi. Et puis, je peux écrire des livres disant que c'est l'ange Gabriel qui me les inspire. Je peux m'imaginer que c'est la réalité. Il y en a plein qui s'imaginent. J'ai une autre question là, du coup. On peut s'imaginer que c'est la réalité. Est-ce que, par rapport à ton expérience astrale, ton expérience de sortie de ton corps, de dédoublement du moins, quand tu es revenu, tu nous as raconté quand même que tu as mis du temps aussi avant d'écrire ton livre et avant d'intérioriser tout ce que tu avais j'ai mis 9 ans. vécu et de pouvoir trouver les mots, ou même est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, où tu t'es demandé est-ce que ça s'est vraiment passé, est-ce que ça a vraiment existé, je veux dire, est-ce que tu n'as pas eu un moment où tu t'es demandé si tu n'avais pas imaginé des choses ou... C'était trop fort, c'était trop présent. Puis c'était à l'état de veille. Après, là, il y a les 3 jours de coma profond. Mais après, pendant 5 semaines, j'étais éveillé, ce que je vivais. Tu vois, je pourrais dire, ce livre, c'est l'ange Gabriel qui me l'a susurré à l'oreille. Ce serait vachement exotique, et j'en vendrais 20 fois plus. Mais c'est pas la réalité. Mais je peux m'imaginer que c'est le cas, que je suis incapable de concevoir ce que j'ai écrit, qu'il a fallu que quelqu'un me le souffle ou me guide pour le faire. C'est ce qu'on appelle être dans l'illusion. Après, il y en a pour qui c'est un plan de carrière, parce que s'appeler, je sais pas, Georgette Duplantier, c'est moins exotique que dire l'archange Intel ou le maître cosmique me l'a transmis. C'est plus valorisant quand même. Mais justement, la différence en fait entre les gens qui s'imaginent des choses et les gens qui ont vraiment vécu. Toi, nous on est à l'extérieur de la chose, tu vois. Donc on ne sait pas ce que la personne elle a vécu. Il y a ce qui est cohérent. Il y a des cohérences. Est-ce que c'est cohérent ce que la personne raconte, ou est-ce que c'est pas cohérent? Donc le discernement va nous faire voir quel est le niveau de cohérence de la personne qui dit telle ou telle chose, qui affirme telle ou telle chose, qui enseigne telle ou telle chose. Le discernement. Avec le discernement, on ne peut pas se tromper. Oui, mais avec le discernement, tu nous as dit, en fait, pour avoir le discernement, il faut avoir tellement de connaissances.
On peut Il pas faut avoir avoir du des discernement connaissances. si on sait même pas du coup de quoi on parle, quoi. Non, mais le discernement, c'est pas forcément pour tout. Ça peut être dans un domaine, donc il suffit d'avoir des éléments de connaissance dans un domaine, pas forcément dans tous les domaines. Oui, à pas faire des liens analytiques, d'analyse. Tu disais? Et après, du coup, même si on n'a pas connaissance de tous les éléments ou de tous les domaines dont il est question, tu dis il suffit d'avoir connaissance d'un seul domaine. Et après, il faut quand même être capable de faire des liens Ouais. d'analyse, quoi. L'analyse, oui, c'est ça. Mais une analyse qui n'est pas astrale. Ouais. Voilà. De ne pas être dans le rêve, dans l'illusion. Le monde de l'illusion, il est omniprésent partout, partout, partout. Et il faut en sortir. C'est difficile d'en sortir. Tant qu'on est dedans, ça peut être génial. On peut se croire être tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut en illusion. On peut se prendre pour l'être suprême, même, pourquoi pas. J'en ai eu des gens comme ça qui se présentaient à moi en disant qu'ils étaient les régents de telle planète, ou enfin des trucs comme ça, quoi. Et la plupart du temps, je pense qu'ils y croient complètement. Mais ils sont dans l'illusion. Oui. J'ai une question, je reviens à ce que tu disais au début. L'incarnation est perçue différemment. Quelle est la différence entre un occidental, par exemple, et un oriental? Voilà, est-ce que c'est juste des différences de perception ou est-ce que voilà, il y a une théorie plus valable qu'une autre? Bon, par exemple, la réincarnation en Occident, ça, c'est pas forcément intégré dans la conscience globale. Donc il y a une partie du monde occidental qui croit à la réincarnation et une autre qui n'y croit pas du tout. En Inde, on est dans un milieu où la réincarnation fait partie du quotidien. Donc un Indien croit dès la naissance, il croit à la réincarnation. C'est comme ça dans son égrégore. C'est comme un Italien, il est né en Italie, il aime les pâtes. C'est culturel. Voilà, c'est culturel. Mais c'est pas parce que c'est culturel qu'il y a des éléments de connaissance. Par exemple, la métempsychose peut s'incarner dans un corps d'animal, ça nous vient de l'Inde. Pourquoi les vaches sont sacrées en Inde? Parce qu'ils s'imaginent que les vaches, ça peut être le grand-père, la grand-mère. Alors, c'est aussi une question de karma. Si on s'incarne dans une vache, ça sous-entend qu'on a un meilleur karma que si on s'incarne dans un ver de terre. Donc ce sont des éléments de connaissance qui sont complètement galvaudés, dénaturés. Parce que on a beau... La métaphysique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ça demande... C'est aussi complexe que la physique quantique ou l'astrophysique. Donc monsieur et madame du peuple qui a un niveau d'entendement et de connaissance tout à fait moyen, l'astrophysique et la physique quantique, il n'y connaît rien. C'est pas son domaine, il ne peut pas y accéder. Et s'il commence à s'y intéresser, il peut le faire en élucubration. Donc en Inde, c'est la même chose. On vient dans un terreau où la réincarnation, ça fait partie de la culture locale. Et bien à partir de là, c'est pas parce que ça fait partie de la culture locale que l'être il va avoir du discernement sur la réincarnation et connaître tous les processus. Donc il peut inventer tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il a le choix. Hein. Et comment on pourrait s'appeler, nous les... Enfin, il n'y a pas de nom à s'appeler, mais... je ne dis pas que je rejoins la groupe, mais je ne veux pas rentrer dans des religions, surtout pas. Mais... Culturellement, chacun a sa façon de voir les choses. Et puis, tu as parlé du terme qui est le plus juste, c'est croire. Mais croire, c'est pas la même chose que savoir. Croire, on peut croire n'importe quoi. Donc, si je crois à la réincarnation, je peux imaginer tout ce que je veux. Tout ce que je veux, toutes les possibilités, même les plus fantaisistes et les plus dingues. Si je sais... si j'ai la connaissance du processus, là, je ne vais plus inventer des machins dingues. Je vais essayer d'être le plus près possible de la réalité du processus. Oui, mais on le sait, mais on ne peut pas le prouver comme les scientifiques le voudraient. Parce que si on le prouvait comme les scientifiques le voudraient, tout le monde le croirait. Mais la physique quantique, rien n'est prouvé en physique quantique, ce sont que des théories. Et pourtant, ça marche. On n'a rien prouvé en physique quantique, absolument rien, mais ça marche. Ce sont des théories qui finissent par fonctionner. Bon, ils ne savent pas pourquoi les physiciens. Demandent à un physicien quantique ce qu'est la physique quantique, le grand mystère, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils savent simplement que ça existe.
et qu'on peut fabriquer des téléphones cellulaires avec les... Et- qui était mort à la guerre, et il se souvenait de l'endroit, il décrivait, plus il a grandi, plus il pouvait mettre des mots et des descriptions auprès de ses parents. Et ils ont fini par trouver le lieu, la personne Ouais. qu'il était avant, etc. quoi. Donc ça prouve bien que... Il y a même Et des êtres hein, qui ont... Alors là, c'est pas 3 ou 4 siècles auparavant, hein, c'est au cours du même siècle, qui avaient des souvenirs extrêmement précis d'événements et qui ont fait des recherches et qui ont retrouvé la personne concernée et se retrouvé avec le même visage, c'était la même apparence. D'ailleurs qu'il y a des gens qui se réincarnent et qui vont même prendre la même apparence que celle qu'ils avaient, peut-être parce que cette vie les a énormément marqués, leur apparence leur a peut-être énormément marqué, et un peu comme des sosies, quoi, et qui se réapproprient une apparence qu'ils avaient déjà auparavant. Parce qu'il y a quand même une morphopsychologie, il y a quand même la morphopsychologie du visage. Oui, donc si absolument. la personne n'a pas beaucoup bougé d'une vie à une autre, je suppose qu'elle garde le même corps, le même visage. Quand j'ai commencé à me remettre dans cette dynamique à l'âge de 23-24 ans, eh bien, ça a duré quelques années, on me prenait pour un Tibétain. Alors qu'avant, j'avais le faciès d'Alain Brett, et tout d'un coup, je change de fréquence et je me retrouve, mais c'est clair, net, je me retrouve avec une apparence de tête tibétaine. Et beaucoup de gens, enfin les gens que je fréquentais à l'époque qui ne me connaissaient pas auparavant, pensaient que j'étais un Tibétain à l'occidental. Et puis à un moment donné, ça s'est estompé et puis ça a disparu. Et ça a duré, je sais pas, 4-5 ans. Pendant 4-5 ans, j'ai changé de morphologie. Mon visage a changé complètement. J'ai retrouvé l'apparence que j'avais, peut-être une vie qui m'avait fortement marqué, que je retrouvais, puisque j'ai commencé par m'intéresser au bouddhisme tibétain. Peut-être que le fait de retrouver des connaissances que j'avais 5 siècles auparavant, peut-être que je me suis reconnecté à une vibration qui a fait que même mon visage s'est un peu métamorphosé. Alors, pas totalement, oui, mais je ressemblais vraiment à un Tibétain. Aux Ouais. yeux bleus. Oui, Aux yeux bleus. oui. Un Tibétain aux yeux Pourquoi un Tibétain n'aurait pas Bah, les yeux bleus? Et peut-être que du coup, par rapport à l'histoire du petit garçon que je disais tout à l'heure, c'est peut-être que ce voile de l'oubli, là, il n'a pas été bien... Ça déprogrammation. Mais il a la pas été chance bien d'avoir fait, moins il a eu moins d'oubli. Bah oui, Ouais. peut-être quelque chose comme ça, quoi, quand on a... Moi, j'ai entendu l'histoire d'un petit garçon qui a retrouvé son épouse, qui pour le coup était âgée mais encore en vie. Et il avait vraiment le souvenir de qui elle était, où il habitait, et il n'aurait jamais pu avoir cette information en fait. Je sais pas, c'est des histoires vraiment atypiques, mais dans quelle mesure on peut y croire justement, le mot croire? Ah, mais, enfin, justement, moi, Là, c'est important, des choses. enfin, j'y crois. Enfin, Même sans aller si loin, aujourd'hui, il y a des quantités de témoignages avec les transplantations cardiaques. Des personnes, on leur transplante un cœur et elles se mettent à développer des goûts, des aspirations qui n'étaient pas les leurs. Et certains ont fini par retrouver la personne, puisque c'était dans cette vie, hein, puisque la personne est morte, on y a mis le cœur de la personne qui venait de décéder, qui ont retrouvé qui étaient ces personnes dont elles ont hérité le cœur, de rencontrer des membres de la famille, de se rendre compte que les goûts qu'elles étaient en train de développer étaient les goûts de la personne dont elles ont eu le cœur. Il y a même l'actrice Charlotte Valandré, elle a écrit un livre là-dessus qui est assez incroyable. Elle a eu une transplantation cardiaque, elle a eu le cœur d'une femme, ou c'était le cœur d'une femme, et un jour elle rencontre un homme, elle tombe folle amoureuse de cet homme. C'était le mari de la femme dont elle a hérité le cœur. Hein? Mais ça, Et c'est là, pas c'est sur pas- la réincarnation. ça. Non, c'est pas sur la réincarnation, mais pour dire que si ça se passe déjà au cours d'une vie avec des choses comme ça, imaginez quand on est concerné soi-même. Il y en avait un hein. qui parlait.